Vous êtes bien sûr France 24 et bienvenue. Et c'est l'heure de votre journal de l'Afrique. Tout de suite, les titres. Le Cameroun est sous tension après l'annonce des résultats de la présidentielle. Paul Biya rempile pour un 8e mandat à la tête du pays. Alors que faut-il retenir de ce scrutin? Notre invité, l'analyste politique Brice Molo, nous éclaire dans un instant. Autre élection, autre résultat, ceux de la Côte d'Ivoire. Et ce score écrasant, le président remporte 89,77% des voix. Le Conseil constitutionnel devra encore valider, mais déjà, les principaux adversaires reconnaissent leur défaite. La commission électorale indique que le taux de participation, lui, est en légère baisse. Et pour ceux qui visent le plus haut poste de Guinée, il faudra désormais débourser près de 90 000 euros pour financer sa candidature à la présidentielle. Les acteurs politiques dénoncent un frein à la participation démocratique. Des incidents violents ont éclaté dans plusieurs villes du Cameroun après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Paul Biya a été réélu avec 55,66% des voix. Son principal adversaire, Issa Chiroma Bakary, se retrouve deuxième avec à peine plus de 35% des suffrages. Et dans son fief, la ville de Garoua, au moins 2 personnes ont été tuées lors de manifestations. On fait le point sur cette journée avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Avec 53,66% des voix, Paul Biya obtient son plus faible score depuis 1992. Issa Chiroma Bakary, qui était encore ministre de Paul Biya il y a à peine 3 mois, réalise, selon les résultats officiels, une percée inattendue. Le président camerounais, qui rempile donc pour un 8e mandat consécutif de 7 ans, devra d'abord s'atteler à faire accepter sa victoire aux quelques 33% de Camerounais qui ont voté pour Issa Chiroma Bakary, ce qui suppose des mesures fortes en ce qui concerne notamment le renouvellement de la classe politique, la lutte contre la corruption, le chômage des jeunes et la place de la femme au sein de la société camerounaise. L'économie exsangue depuis plusieurs années devra aussi être l'une des priorités de ce nouveau septennat. Les défis sécuritaires ne seront pas un reste avec le conflit anglophone qui déchire les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016 et qui a déjà fait des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés internes, mais aussi Boko Haram qui sévit toujours dans la région de l'extrême nord. Autant dire que les défis qui attendent Paul Biya sont immenses et ce septennat qui s'ouvre ne sera pas de tout repos. À noter que des incidents violents ont éclaté dans plusieurs villes du pays immédiatement après la proclamation de ces résultats ici à Yaoundé. C'est une véritable ville fantôme que nous avons sillonnée avec des populations calfeutrées chez elles et des forces de l'ordre postées à tous les principaux carrefours. Et donc à 92 ans, celui qu'on l'on surnomme le Sphinx d'Itoudi prolonge ainsi son règne. Alors, pour analyser les enjeux, les implications de cette nouvelle victoire et ce qu'elle signifie pour l'avenir du Cameroun, nous recevons aujourd'hui Brice Molo, sociologue. Bienvenue. Alors, déjà, comment interpréter cette nouvelle victoire ? Bonsoir Clarisse. Je dirais 2 choses. La principale, c'est que les Camerounais viennent de s'en rendre compte une fois de plus qu'on ne gagne pas un match de football sur la pelouse lorsque l'adversaire est l'arbitre. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un moment d'irréversibilité. Il s'est passé quelque chose le 12 octobre qui rapproche une fois de plus de l'horloge de la fin, d'une fin de règne qui est encore plus imminente maintenant, avec d'autant plus toute la contestation. Il y a eu des morts, il y a des Camerounais dans la rue, la colère s'en va grandissante. Et donc, de toute manière, il faut retenir que le pouvoir est fragilisé et que sa fragilité apparaît au grand jour. Et pourtant, c'est Paul Biya qui a remporté cette élection. Qui, selon vous, a voté pour Paul Biya ? Je pense par exemple à la jeunesse. La population camerounaise représente 60%. 60% de la jeunesse représente la population camerounaise. Qui a voté ? Qui défend Paul Biya ? Paul Biya est défendu par un socle, ce que les Camerounais appellent le socle granitique, qui se concentre dans les 3 régions du centre-sud-est. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ces considérations parce qu'il y a quelque chose de très particulier qui est la liste d'attente
c'est que ce régime a produit une liste d'attente qui est très importante, qui est constituée de personnes qui estiment que leur tour arrivera bientôt parce que le régime leur a fait une promesse de loyauté, et ces personnes estiment que leur tour est venu d'être récompensé et qu'il n'est pas question que la courroie soit brisée juste devant leur nez. Et à ces personnes s'ajoutent aussi quand même des curiosités, des apories de cette élection. Le fait, par exemple, que Paul Biya ait remporté dans les deux régions anglophones, principalement au nord-ouest, ce qui apparaît quand même comme... Alors qu'il y a une crise anglophone dans le pays. Alors qu'il y a une crise anglophone, qui est aussi une crise de légitimité, de toute façon, du système, mais aussi des dirigeants. Donc, on peut retrouver le socle habituel qui vote pour Paul Biya, qui a été fissuré parce que les régions septentrionales ont lâché, mais on retrouve aussi quand même des personnes qui espèrent être rétribuées par ce régime et qui essayent de lui faire montre de loyauté. Alors, le principal adversaire dans ces élections, Issa Chiroma Bakary, lui, s'était déjà déclaré vainqueur au lendemain même de cette élection. Est-ce qu'on peut parler d'une élection crédible ou c'est trop tard ? Je pense, je trahirais mon métier d'historien en revenant sur cette question parce qu'on n'en est plus là. C'est la question qu'il fallait se poser le 12, le 13, le 14 et au plus tard le 15. En Côte d'Ivoire, dès le lendemain, on avait des résultats partiels, mais au Cameroun, 15 jours. Donc la question n'est plus à qui a gagné et qui a perdu. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant que le Cameroun est à feu et à sang, que des grandes villes voient des jeunes désœuvrés sans perspective d'avenir sortis dans la rue, brûlés, incendiés, contestés, même des autorités qui jusque-là avaient semblé être les plus légitimes. On a vu des profanations dans des églises et des autorités traditionnelles. Donc, il se passe quelque chose qui nous oblige à ne pas rester figés au 12 octobre où on se posait la question de qui a gagné, parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Et justement, on parlait de contestation. Sur quoi reposent ces contestations ? Elle repose sur ce que j'appelais des apories, sur le fait que Paul Biya ait gagné, d'abord, alors que des gens, dans une perspective de l'immédiateté, avaient des résultats qui émanaient, que ce soit des bureaux ou que ce soit des constructions d'acteurs qui sont accusés d'avoir instrumentalisé la jeunesse, peu importe, mais des gens avaient des résultats instantanément, et pour ces gens, il n'y a pas de cohérence entre ce qu'ils considèrent être les vrais résultats et ce qui a été annoncé par un conseil constitutionnel auquel aucun acteur crédible ne croit, en fait. On parle donc de colère. Est-ce que vous pensez que cette colère, en tout cas parmi une certaine partie de la population, est-ce que vous pensez que cette colère va durer ? Contrairement à ce que certains peuvent penser, de mon point de vue, la question n'est pas plus si le régime va faire des concessions que si Issa Chiroma et ceux qui le soutiennent vont accepter les concessions du régime. Donc, je pense que l'acteur central en ce moment, ce n'est pas Paul Biya, c'est Issa Chiroma. Pourquoi ? Parce que connaissant très bien les parties du Cameroun où il se trouve, pour avoir Issa Chiroma, il y a deux choses. Soit il faudra négocier et il accepte la négociation, soit il faudra marcher sur le corps des centaines de Camerounais. Et je pense que le Cameroun, en ce moment, n'a ni les moyens de se permettre d'ouvrir cette nouvelle crise qui serait de trop, ni en fait besoin de se lancer dans une telle démarche parce qu'on a des chantiers éminemment plus importants que de se livrer à des guerres. Et je pense que le personnel politique actuel du Cameroun ne mérite pas que des jeunes meurent pour eux. Est-ce que ce ne serait pas également l'occasion, l'opportunité pour que l'opposition s'unisse ? Parce que là, il y a évidemment Chiroma, mais il y a également Kamto. Est-ce que ce serait peut-être l'occasion pour que la contestation puisse être le pôle qui réunira l'opposition ? Il me semble que cela n'est plus possible parce qu'aujourd'hui même, Cabral Libi, qui était troisième à cette élection, qui a eu 3% de suffrages, a reconnu la victoire de Paul Biya. D'autres opposants comme Akere Mouna ont contesté le résultat, mais on voit déjà qu'au sein de ces oppositions, déjà, il n'y a pas d'union. Mais la question, encore une fois, c'est... Qu'est-ce qu'on fait face à la situation dans laquelle se trouve le Cameroun ? Est-ce qu'on ouvre la porte à tout le monde
et que pour une fois dans l'histoire de ce pays, depuis mai 55, où le régime actuel a été constitué avec les tueries de Messa, est-ce que pour une fois on s'est dit que les armes ne résoudront pas les problèmes et qu'il faut pour une fois qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on pense ensemble le Cameroun, mais autrement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut renoncer à l'État-nation. L'État-nation ne marche pas, c'est un échec, mais total, et qu'il faut penser le Cameroun autrement. Pourquoi ne pas penser à un État multinational pour englober, mais tenir compte aussi de la spécificité du Cameroun, qui est reconnue par tous les acteurs, mais spécificité que le régime refuse de concéder en lui donnant justement une forme qui permettra à tous les Camerounais de s'épanouir à l'intérieur du Cameroun. C'est difficile à imaginer, de toute façon. On verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, pour l'instant, Paul Biya, à 92 ans, a été élu pour un mandat de 7 ans. Donc, on surveillera de très près comment la situation va évoluer dans le pays. Merci beaucoup, analyste politique, historien et sociologue Brice Molo. Merci beaucoup pour votre analyse. On passe à présent à une autre élection. Brice Molo l'a mentionné, celle de la Côte d'Ivoire, car c'est avec 89,77% des voix que le président de Côte d'Ivoire a été réélu. Alassane Ouattara, qui dirige le pays depuis 2011, entamera donc un 4e mandat, une fois le résultat validé par le Conseil constitutionnel. Un scrutin pour lequel un électeur sur 2 s'est déplacé. Correspondance depuis Abidjan de Julia Guggenheim. C'est donc une victoire écrasante dès le premier tour pour Alassane Ouattara, selon les résultats provisoires de la commission électorale indépendante. Il arrive en effet loin devant Jean-Louis Billon qui a fait 3%, Simone Evette, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo qui a fait 2,42%, ou encore Awa Donmelo et Henriette Lagou qui ont tous les deux fait moins de 2%. Ce sont néanmoins toujours des résultats provisoires. Les résultats définitifs doivent être annoncés par le Conseil constitutionnel. Pendant 5 jours, le Conseil pourra recevoir des réclamations, puis il aura 7 jours pour les examiner avant de proclamer ces résultats définitifs. Le président de la commission électorale indépendante a également donné le taux de participation, 50,1%. C'était un enjeu majeur pour ce scrutin. Pour rappel, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, les deux leaders des 2 principaux partis d'opposition, avaient vu leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. Leurs partis qui ont qualifié cette élection de coup d'État civil a appelé à réorganiser de nouvelles élections. Et au quartier général du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara, quelques militants s'étaient rassemblés pour suivre la proclamation des résultats. Nos correspondants Makamara et Inza Ouattara y étaient pour suivre l'ambiance. Ce mandat, c'est notre mandat. Et on a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous voyez, non, tout le monde est heureux. Le président vient de gagner un coup KO. Ado, un coup. La Guinée à présent, qui devra quant à elle attendre le mois de décembre pour sa présidentielle. Mais déjà, la caution exigée pour pouvoir se présenter suscite de vives réactions. Fixée à 900 millions de francs guinéens, cela représente à peu près 89 000 euros, 100 000 $. Plusieurs acteurs politiques y voient un frein à la participation démocratique. Les explications avec Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Chaque candidat devrait s'acquitter de la bagatelle de 900 millions de francs guinéens, soit environ 90 000 euros comme caution pour se présenter à la présidentielle. Et ils doivent aussi justifier d'un budget de campagne de 4 milliards de francs guinéens, soit 4 millions d'euros. Une somme record dans l'histoire politique du pays que dénoncent des candidats potentiels. Pourquoi 900 millions? Pourquoi? Vous connaissez le pouvoir d'achat du Guinée? Est-ce que un candidat indépendant ou un parti politique, les partis qui sont là actuellement, quelqu'un, s'il n'a pas des ressources personnelles, peut être candidat. Là, on est en train d'exclure des gens qui auraient pu valablement être candidats. Dans le camp des partisans du général Mamadi Doumbouya, on s'organise déjà pour réunir les fonds nécessaires pour une éventuelle candidature du chef de la transition. Nous avons cotisé pour payer la caution du président Mamadi Doumbouya. Nous voulons qu'il continue le chemin qu'il a tracé. On a cotisé 100 francs, 200 francs, 1000 francs, 1 million pour avoir les 900 millions
pour sa caution. Tous les candidats à la présidentielle ont jusqu'au 3 novembre prochain, date limite pour déposer leur candidature. La petite bagatelle, dit-il. Les établissements scolaires seront fermés pendant 2 semaines sur tout le territoire malien. Une décision des autorités en raison de la pénurie de carburant qui frappe le pays. Depuis septembre, les djihadistes du JNIM imposent un blocus sur les routes, empêchant l'importation de carburant depuis les pays voisins. Récit Clémence Valère. Les cours seront suspendus sur toute l'étendue du territoire national du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. 2 semaines sans cours pour les écoliers et les étudiants au Mali en raison du blocus de carburant imposé par les djihadistes du JNIM. L'annonce a été faite dimanche soir par les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Afin d'assurer la continuité pédagogique et l'exécution des programmes d'études, les dispositions sont en cours pour le réaménagement des calendriers scolaires et universitaires. Dans la foulée, les militaires au pouvoir ont ajouté des restrictions jusqu'à nouvel ordre sur l'approvisionnement en carburant pour les citoyens. Des priorités seront accordées aux véhicules de secours, d'assistance et de transport en commun. Depuis septembre dernier, les membres du JNIM sillonnent les routes du pays et attaquent les camions-citernes. Et ce, malgré les missions d'escorte organisées par les autorités. D'abord cantonnée aux régions rurales du Mali, la pénurie du carburant se fait désormais ressentir dans la capitale. Cette pénurie nous met considérablement en retard. La moto est aujourd'hui notre outil de travail et toutes nos activités sont liées au carburant. Nos affaires sont aux arrêts et ça a des conséquences graves. De son côté, l'Office national des produits pétroliers tire la sonnette d'alarme. Le stock de sécurité censé couvrir 3 jours de consommation nationale est désormais épuisé, car déjà injecté dans le circuit de distribution. Et voilà, ce n'est pas la fin de l'actualité, mais la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Reste avec nous car l'actualité continue sur France 24.